bienvenue à toutes et tous qui vous intéressez aux questions européennes. Dans l'agenda politique de la semaine, nous avons des élections présidentielles dans un petit État membre, mais pas si petit que ça, qui est le Portugal. Donc on est extrêmement heureux d'avoir la participation de Nathalie de Oliveira, qui est une ancienne élue à Metz, qui a été candidate aux élections législatives en France, mais aussi, puisqu'elle a la double nationalité, au Portugal. C'était en octobre 2019. Et donc, on se réjouit de membre du Conseil national, première fédérale adjointe dans sa fédé de Moselle. De Lorraine. Et donc, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et tout plein de questions se posent. Donc, sur la campagne présidentielle, comment elle se passe, quel est le régime politique qui s'applique au Portugal. Dis-nous en plus. Boa tarde, camaradas. Merci de cette invitation. Alors oui, j'ai un double militantisme assez affirmé, assez actif. Et c'est vrai que c'est une situation exceptionnelle, comme vous le savez. Et je pense encore plus exceptionnelle que l'épisode des municipales en France, puisque comme vous, je m'inquiète quand même du confinement de la démocratie aussi. Parce que même quand on décide de maintenir une élection présidentielle dans des circonstances de pandémie, de laquelle nous ne sommes toujours pas protégés, donc l'élection présidentielle se tiendra le 23 et le 24 janvier prochain, donc le week-end prochain, mais les électeurs ont commencé à voter. Alors je voulais que vous sachiez, je vais vous donner quelques éléments majeurs de compréhension, mais c'est la 10e élection présidentielle depuis l'adoption de la Constitution du 2 février 1976. Et alors, je rappelle quand même que le Portugal est un régime semi-présidentiel. C'est une république constitutionnelle. Et alors, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif est détenu, en tout cas le texte, la Constitution le dit, par le président de la République, mais aussi par le Premier ministre. C'est un mandat de 5 ans, donc l'élection précédente s'est tenue le 24 janvier 2016, et c'est un suffrage universel direct. Le gouvernement est nommé par le président de la République et il est révocable. Alors bon, c'est des situations assez exceptionnelles, puisque le président a cette capacité constitutionnelle de dissoudre aussi l'Assemblée, donc c'est rarement arrivé, par motion de censure, mais c'est déjà arrivé. Et on a une chambre unique, il n'y a pas de Sénat, on a un tribunal constitutionnel et on a une seule assemblée composée de 230 députés, dont 4 pour les Portugais de l'étranger. Donc j'en reviendrai en quelques mots après, et l'Assemblée peut aussi faire tomber le gouvernement, c'est arrivé. Donc sur les pouvoirs du président de la République, c'est le chef de l'État, il représente évidemment la République et la nation, il garantit la stabilité des institutions, l'indépendance nationale, il est le commandant suprême des forces armées, garant de la Constitution, il nomme le Premier ministre, mais ce n'est pas selon ses envies, c'est évidemment en respect des résultats des élections législatives et en respectant aussi, puisqu'il auditionne les partis après les élections et les résultats des élections législatives. Il entérine évidemment l'installation du gouvernement après la proposition du Premier ministre qu'il a nommé juste au préalable. Il peut convoquer l'Assemblée de façon exceptionnelle, c'est-à-dire qu'il ne légifère pas, il n'a pas l'initiative de loi, mais il peut aussi évidemment s'introduire sur les questions, dans les questions législatives. Je vous l'ai dit à l'instant, il a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée. Il promulgue les lois, ce qu'on appelle diplômes. Et il peut apposer un veto. Alors après, il y a un va-et-vient aussi entre le tribunal constitutionnel et le retour à l'Assemblée, mais c'est un de ses pouvoirs. Alors, il y a des délais, c'est assez complexe, mais il peut convoquer les référendums, mais c'est après demande de l'Assemblée ou du gouvernement. Il ratifie les traités internationaux. En résumé, c'est le président de la République au Portugal
a un rôle politique actif. Il n'est pas majeur, il n'est pas dans l'exécutif, mais c'est une histoire assez intéressante parce que la pratique a fait que peut-être que les 50 ans de dictature ont aidé, mais dans la pratique, avec une constitution plutôt ouverte sur le partage des pouvoirs, on a un régime parlementaire affirmé. On a le poumon battant, le cœur battant et le poumon de la démocratie au Portugal, c'est l'Assemblée. Il s'y passe tous les jours des choses. Il y a un discours du Premier ministre, il y a des débats parlementaires, mais il y a tous les 15 jours le chef du gouvernement qui vient devant les parlementaires et qui s'exprime sur le travail qui est loi après loi et sur l'orientation évidemment de l'action politique pour tout le pays. Donc c'est intéressant de le rappeler parce qu'en France, c'est une autre histoire, elle est très différente, on est sous un régime plutôt présidentialiste. Et alors un contexte très vite, je ne vais pas être très longue puisque je préfère qu'on échange, mais une situation exceptionnelle évidemment de pandémie mondiale, une difficulté inouïe à faire campagne, que ce soit au Portugal et évidemment ailleurs, parce que vous devez le savoir, mais au bas mot, les titulaires d'une carte d'identité en cours de validité, c'est plutôt 6 millions de personnes, donc pas loin de 6 millions de Portugais. Si on comptait vraiment très, très précisément, c'est peut-être un plus ou deux. Sur le corps électoral, 9 300 000 personnes ont le droit de vote à cette élection présidentielle, dont presque 1,5 million de personnes qui sont sur les circonscriptions du Monde et de l'Europe. Donc 2 députés sur la circonscription Monde et 2 députés pour la circonscription Europe. Une campagne, moi c'est la première fois que ça m'arrive en 15 ans d'engagement politique et on a vécu, expérimenté les limites de la démocratie numérique. Donc, même si les supports évidemment nous ont sauvés, parce que si j'imagine une telle situation il y a 20 ou 30 ans, je ne sais pas dans quel état serait la fin de cette campagne, mais donc on a beaucoup échangé, on a évidemment mobilisé tout le réseau associatif, tous les pivots, toutes les têtes de pont partout en Europe. Ça a été mon rôle aussi, évidemment pour voter pour une candidate socialiste. Alors, je rappelle qu'elle n'est pas soutenue par le Parti socialiste. J'ai eu l'occasion de m'exprimer en Conseil national du PS portugais dont je suis titulaire. Sur une erreur fondamentale parce que le Parti socialiste portugais dévalorise en fait l'élection présidentielle. Et les pouvoirs ne sont pas évidemment concentrés dans les mains de ce futur mandat comme par les précédents, mais il y a eu quand même sur l'élection précédente et sur celle-ci une dévalorisation de la fonction, en tout cas dans le régime institutionnel portugais, non pas de la fonction présidentielle, mais en tout cas de cette élection. Alors, il se trouve que c'est une décision du Bureau national du Parti socialiste, dont Antonio Costa est le premier secrétaire national, et on a un premier secrétaire adjoint qui est José Luis Carneiro, et qui a été ministre des Portugais, secrétaire d'État auprès des Portugais, enfin des communautés du Portugal, c'est l'exact intitulé, et des difficultés parce qu'évidemment, alors bon, je suis tout ça de près et je vois un certain nombre de camarades qui ont décidé de voter pour le bloc de gauche, quelques-uns pour le candidat du PC, puisqu'on a 3, je dirais même 4 candidats de gauche à cette élection présidentielle, et une candidate qui méritait le soutien à un moment où je pense que de laisser le droit de vote ou de ne pas soutenir ou de jouer une carte de la neutralité qui, à mon avis, n'a rien à voir avec, n'est pas la décision juste par les temps qui courent, où il faut assumer évidemment des valeurs et une histoire et un projet politique qui est le sien. Et pour terminer, avant de répondre à vos questions, oui, c'est une femme exceptionnelle, une diplomate, une des premières femmes diplomates, juste après 1976, qui a eu plusieurs postes, notamment aux Nations Unies à Genève et un peu partout. Et elle s'est fait connaître en fait parce qu'elle a été déterminante dans l'émancipation et le droit à l'autodétermination de Timor-Est. Et ensuite, on l'a voulu, donc elle a été appelée à entrer dans des fonctions de direction nationale du Parti socialiste portugais en 2003.
Et vous connaissez évidemment son parcours combatif et puis de grandes valeurs, évidemment, comme député au Parlement, hein, jusque récemment, puisqu'elle n'a pas décidé de se représenter un 4e mandat. Et vous connaissez ses combats, évidemment, contre la corruption, contre un certain nombre de scléroses qui empêchent l'Europe de devenir cette Europe des libertés et puis surtout celle des peuples. Et elle méritait évidemment le plein soutien. Alors elle a des militants, des réseaux, moi je pense qu'une majorité de socialistes, dont notre génération, parce que là les trentenaires, les quarantenaires, ils se sont tous levés dans l'incompréhension de cette décision du Bureau national du Parti socialiste qui préfère une stabilité institutionnelle en argumentant le fait que Rebelo de Sousa, qui est un homme de la droite classique portugaise et un spécialiste de la Constitution, il a été prof à l'universitaire pendant des années, en étant en même temps engagé évidemment au PSD. Et il y a eu une entente, moi je pense qu'elle est due simplement au fait que les décisions d'Antonio Costa ont toujours été les bonnes, dans la défense évidemment de la stabilité du pays, de ses institutions et des droits. Mais il y a une volonté de ne pas trop bouger la machine pour éviter une crise politique. Je pense, ma conviction est qu'on peut quand même être amené à vivre une crise et que je ne suis pas certaine que Rebelo de Sousa, s'il est réélu la semaine prochaine, enfin dans les jours qui viennent, n'ouvre pas le chemin de la droite à ses amis. Donc une situation où on a fait campagne comme on pouvait, avec essentiellement sur les réseaux sociaux, en défendant 21, son programme est constitué de 21 engagements, alors qu'elle a filmé et qu'elle a explicité, parce qu'évidemment là c'était difficile d'envoyer des programmes, et puis une campagne qu'elle a quand même menée, je le rappelle, mais c'est important. Vie digitale ou pas et crise pandémique, Ana Gomes a traversé le pays tout entier, et puis, comme vous la connaissez, a défendu les projets qui nous importent, hein, sur la question évidemment des libertés, de l'égalité et de la fraternité aussi, parce que vous ne savez pas, je termine là-dessus, mais on a quand même un seul type, Monsieur Ventura, qui a créé un parti qui ressemble à d'autres, d'inspiration fidèle aux idées d'extrême droite, qui s'appelle Chega, ça suffit. Et en un an, il est quand même rentré dans la tête de beaucoup de monde. Et puis, on a des attaques limpides sur la communauté des gens du voyage, des gitans, des noirs, des femmes. Et donc, j'ai du rouge à lèvres rouge encore aujourd'hui parce que voilà, il a attaqué la candidate du bloc de gauche. Pour résumer, les femmes sont très bien avec leur rouge à lèvres à la maison, mais bon, on n'est pas là pour. Donc, on est aussi, le Portugal, malgré on a quand même 45 ans d'absence d'extrême droite. Et on connaît un peu les mêmes sursauts. Pour parler il est quand même, les sondages le donnent à 10%. C'est beaucoup quand même en un an Puis les médias adorent le spectacle, vous le savez, hein, ça traverse toute l'Europe et le monde. On a comme ça des figures nationales trumpistes, et donc les médias font aussi le spectacle de toutes ces bassesses qui vont à l'encontre absolue des valeurs de progrès que nous défendons. Et elle a été aussi très, très courageuse en ayant rencontré tout le monde, et elle continue cette semaine, et je pense qu'elle donnera quand même une interview au Luso Journal, qui est quand même suivie par 200 000 personnes, parmi les Portugais francophones d'Europe. Et je vous laisse la parole. Simplement, les 2 derniers sondages, le dernier de Eurosondage, l'Eurosondage, donne Rebelo de Sousa à 60, Ana Gomes à 15, et ensuite les 2 candidats de gauche qui suivent à presque 7 pour le bloc de gauche et à un peu plus de 5 pour le PC, João Ferreira, et puis Marisa Matias, qui est députée au Parlement européen, de nom vous devez connaître, elle est presque 6,8, enfin presque 7. L'inconnu du scrutin est que nous savons quand même qu'une grande partie des électeurs qui avaient décidé définitivement, même ceux pour la plupart qui se sentent plutôt de gauche, de voter pour Rebelo de Sousa, et c'est pas qu'ils hésitent à voter, c'est qu'ils ne savent pas dans quelles conditions ils seront samedi pour aller voter dans le contexte de la crise pandémique. On a commencé à voter. 246 000 personnes ont demandé à voter de façon anticipée parce qu'ils ne se trouvent pas dans la ville habituelle, ou ils ne seront pas dans la ville habituelle où ils votent. Donc, il y a une organisation, une possibilité évidemment de voter ce week-end dernier.
Et on attendait beaucoup plus de seniors que ce qui était prévu. Donc, il y a un doute de savoir si Marcelo gagne au premier tour. L'abstention, une inconnue totale, puisque déjà en janvier 2016, 51,3% de la population s'était abstenue. C'est-à-dire que, et dans ces 49% de votants, 52% ont donné une majorité absolue au premier tour à Rebelo de Sousa. La question reste de est-ce qu'il gagne au premier tour samedi ou est-ce qu'on a un deuxième tour, sachant que même en réunissant, alors bon, sur le report des votes de la gauche tout entière, le combat n'est pas du tout gagné évidemment pour Ana Gomes. Et je dis simplement respect, madame, camarade. Voilà, donc je réponds à vos questions. Impeccable. Merci déjà pour ce premier balayage. Donc, on retient que c'est une élection présidentielle à 2 tours, quand bien même aujourd'hui, l'état des sondages montre que, avec un 60% annoncé, c'est compliqué pour la gauche, a fortiori, vu elle se présente divisée, de renverser la vapeur. On est enfin, Rebelo de Sousa, vraiment, moi je regarde ça plutôt de très loin, mais on a l'impression que il n'est jamais descendu en dessous de ce qu'il est, enfin de ce niveau de popularité. C'est assez désespérant quand on a le cœur à gauche. On peut l'utiliser en disant ah bah regardez, il y a quelque chose comme une présidence normale qui existe au Portugal par rapport à d'autres qui pourraient avoir une manière de se présenter très pas autocratique mais très en surplomb. Lui, en tout cas, a toujours eu une présentation très normale. Je prends des bains de mer au milieu de tout le monde. Enfin, on a un peu ce type de présidence-là, ce qui nous change, nous, Français. Et donc, lui capitalise là-dessus. Donc, on sent que c'est assez compliqué pour la gauche de mordre là-dedans. J'ai quand même quelques questions. Non pas perso, mais qui ont été posées un peu en amont. Donc, Daphné nous dit le Portugal a pris la présidence du Conseil de l'Union pour les 6 prochains mois. Antonio Costa, par sa nomination, a-t-il une influence dans la campagne de Ana Gomes? Et sait-on à ce jour si l'appui aura un impact sur les votes? Première question. Et deuxième question, Anna est socialiste, quand bien même elle n'a pas le soutien du parti, tu l'as rappelé. On est nombreux à le déplorer. Tu l'es, je le suis. Pour tout ce que tu as dit d'ailleurs, c'est-à-dire de sa personnalité, de sa combativité, des luttes qu'elle a choisi de mener et la façon dont elle les a menées. Donc ça, on peut le regretter. Et donc Daphné dit, comme elle est socialiste, est-ce que le fait alors là on est dans de la projection, hein, mais le fait qu'elle ait annoncé qu'à 15% ou aux alentours de 15%, est-ce que ça risque pas d'avoir un impact sur les autres scrutins, les scrutins à venir? D'ailleurs, en guise il y avait un camarade qui disait, mais en fait, vaut mieux quelque part qu'on se prenne une tôle, ou en tout cas qu'on enregistre un mauvais score à la présidentielle, mais qu'on gagne les législatives, plutôt que l'inverse. Qu'en est-il? Alors, sur la question de la présidence de l'Union européenne, alors évidemment, c'est quand même, c'est toujours un moment très honorant pour le pays qui mène la présidence, bien sûr. Et alors ça, bon, tout le réseau diplomatique, le Portugal a un réseau diplomatique très solide, très actif. Tout ça a été très, très bien préparé. Que ça puisse avoir une influence sur le vote, je ne crois pas du tout. Là, Antonio Costa n'a rien dit publiquement, ni certainement en off de négatif sur la candidate. Il a rappelé simplement l'histoire, c'est-à-dire qu'on a à certains moments soutenu des candidats au présidentiel, mais comme c'est une candidature en dehors de toute vie partisane, donc elle peut évidemment que ce sont souvent des candidats issus d'une longue histoire à l'intérieur d'un parti, mais bon, l'argument était quand même assez faible, hein, d'accord? Donc
L'argument était plutôt faible, mais je ne crois pas que la présidence de l'Union européenne et la façon dont cette présidence va être menée, avec certainement beaucoup de passion, parce que le peuple portugais reste attaché, a toujours beaucoup de doutes, hein, mais dans l'ensemble, je trouve le peuple portugais plus attaché à l'accomplissement, hein, du destin européen avec les autres que le peuple français, par exemple. On a une relation beaucoup moins passionnelle et conflictuelle avec l'Europe. En tout cas, il n'y a pas de désintérêt ou d'indifférence, mais je ne vois pas d'influence évidente sur le fait que ça puisse aider Anna Gomes malgré son parcours au sein du Parlement européen et institutionnel européen, et les prix et les écrits. Elle a quand même reçu des prix aussi qui récompensent cet engagement. Et la deuxième question sur, rappelle-moi, là, j'ai touché. Sur l'impact que ça pourrait avoir en termes de... Ah oui, sur l'élection législative. Alors, ce sont deux élections totalement séparées, vraiment totalement séparées, d'où peut-être le risque de ne pas la soutenir pour Antonio Costa. Moi, le seul risque que je vois, et je l'ai dit, hein, la stabilité évidemment institutionnelle a été garantie par Rebelo de Sousa. Il a toujours plutôt été dans le sens de promulguer les lois inspirées voulues par le gouvernement et votées par la majorité de députés. Il y a une majorité de députés socialistes, sauf qu'ils ne sont pas tout seuls, et il n'y a pas de majorité absolue, hein. Donc on est quand même toujours dans des conversations et des combats, puisque si on a réussi une union de la gauche historique en 2015, tellement le deuxième coup d'austérité était impossible, impensable, et j'avais rédigé une note là-dessus pour la Fondation Jaurès, pour dire à quel point, moi, ça, plus de 40 ans de démocratie, c'est la première fois que le PC et le bloc de gauche, tout le monde s'est entendu pour que le gouvernement socialiste applique un programme socialiste, et ça a tenu, hein, la geringonça, le bidule, le machin, comme la droite avait traité cette union de la gauche historique de gadgets, bidule, machin, il y a plusieurs traductions. Là, cette fois-ci, aux élections législatives de 2019, le PS gagne, mais il gagne majorité. Voilà, c'est pas simple. On a 19 députés du bloc de gauche. Le PC, Jerónimo de Sousa, qui est quand même un historique du PC, est plutôt aussi bienveillant sur le travail d'Antonio Costa, et notamment, évidemment, face à la crise et aux décisions qui ont été de doubler quand même le budget, il faut le savoir, le budget de la sécurité sociale et ce qu'on appelle le SNIS, le Système national de santé publique, a été doublé pendant la pandémie, donc c'est que c'est possible, même dans des États où on n'a pas tout à fait les mêmes richesses en caisse si on compare le budget d'État du Portugal à la France. Donc tout ça, c'est possible à partir du moment où il y a une volonté politique et puis il n'y avait pas d'autre solution. Mais on a des législatives, on a 3 ans devant nous, puisqu'elles ont eu lieu il y a un peu plus d'1 an. On n'est pas à l'abri non plus d'instabilité ou de crise politique, on ne sait pas. Je veux dire, quand on sera sorti de tout ça, ceux qui ont gouverné partout en Europe, même s'ils ont été par ailleurs comme Costa, je trouve très bon. Il y a beaucoup de choses, il faudrait des heures, donc ce sera l'objet d'autres débats sur les gouvernements socialistes ou de gauche face à la crise pandémique. Mais il est plutôt assuré de pouvoir regagner. On n'est pas à l'abri d'une crise, qu'elle soit moyenne ou terrible, et en connaissant quand même Costa, je pense qu'il est fabriqué pour toutes les crises. Parce qu'il faut quand même arriver en 2015 et passer 4 ans à travailler cette union de la gauche pour stabiliser quand même les comptes publics sans avoir amputé les gens de droits et d'aides. Et puis se prendre en pleine figure cette crise pandémique au moment où il commence à avoir des marges de manœuvre pour s'accomplir comme socialiste, et le pays aussi. Donc c'est terrible, mais je crois qu'il est fabriqué pour... je pense que crise après crise, cet homme est capable de tout... de vaincre toutes ces adversités historiques. Moi, je pense que c'est possible. Le cas échéant, même si Anna Gomes ne gagne pas cette élection présidentielle et que le score est plutôt... est en deçà de ce que son incarnation, évidemment, aspire à réunir comme vote, comme niveau, évidemment, de confiance, je pense qu'il n'y a aucun lien avec la prochaine législative. Qu'elle soit anticipée ou qu'elle se passe dans les 3 ans à venir. Ok. Philippe, j'ai vu que dans la conversation, tu avais posé 2 questions. Je te laisse les poser directement. Ok, bonjour à tout le monde. Oui, j'ai deux petites questions. La première, on va dire plus partisane, qui concerne le Parti socialiste portugais. Est-ce qu'au fond, leur désintérêt
pour l'élection présidentielle, ça cacherait pas une évolution vers une conception très parlementaire du régime politique, et donc de ce fait-là, une envie plutôt de laisser courir, puisque en gros le président de droite, ça a pas l'air d'être, il a pas l'air d'être très encombrant et pas très interventionniste. Deuxième question. Oui, la gauche, globalement, alors même si ça a été compliqué, a réussi à faire un accord de gouvernement et gouverne. En revanche, ils ne sont pas capables de se mettre d'accord sur un candidat présidentiel. C'est un peu paradoxal. Merci. Alors, en fait, je suis d'accord avec sur la question du désintérêt pour la fonction présidentielle. Enfin, c'est tout à fait ça. Moi, je pense qu'on est dans une pratique parlementaire qui s'exacerbe, hein, c'est-à-dire que tout se passe à l'Assemblée et que finalement, y compris la stabilité institutionnelle, passe par honnêtement, un dialogue quand même constant à l'Assemblée et autour du Parlement. Donc Blaine, c'est très bien, mais bon voilà, c'est un homme qui était quand il est arrivé évidemment à cette élection il y a 4 ans et qu'il en est arrivé une partie de sa vie, mais c'était pas non plus quelqu'un qui a un profil à rejouer un rôle actif, oui, politique, mais pas du tout celui qui existe évidemment dans d'autres régimes semi-présidentiels. Et d'où, oui, la direction nationale du Parti socialiste, son bureau et Antonio Costa. D'ailleurs, il nous l'avait demandé, ne mettez pas trop de passion dans cette élection. Voilà que ça se passe. Donc, oui, il y a vraiment cette affirmation, exacerbation qui peut poser des problèmes, puisque aujourd'hui, le Parti socialiste n'est plus hégémonique au Portugal. On a quand même un PC, il ne vivote pas, il est quand même vivant. Un bloc de gauche depuis 99 qui a su quand même se régénérer, qui continue avec ses 19 députés à être quand même au cœur de la machine parlementaire. Mais on a vraiment de ça. C'est lié à l'affirmation du parlementarisme. Et oui, c'est triste parce que sur un moment historique de rejet absolu des mesures austéritaires et puis d'une deuxième vague d'austérité à ce moment-là où il fallait surtout pas laisser la droite gouverner, et puis elle gagne les élections législatives puisqu'elle était unie et la gauche divisée donc à la veille du vote du 4 octobre 2015. Et là, oui, en une semaine, comme ça, c'est l'histoire. Pourquoi en 8 jours, on arrive à se mettre d'accord, à faire un programme qui est un des meilleurs dans l'histoire, de toute façon, évidemment, même du Parti socialiste. Pourquoi on a réussi ça et à tenir pendant 4 ans. Et puis, quand il s'agit quand même de se mettre d'accord, évidemment que la candidature de Marisa Matias, qui est députée européenne, et de João Ferreira du PC, puis on a un petit candidat qui est au-dessus du 1% quand même, qui était proche, qui était un ex-camarade. Bon, oui, alors là, concernant les candidats, pas Anna Gomes, qui a quand même espéré le soutien du PS et de se mettre d'accord avec les autres partis, mais concernant les autres partis, c'est toujours une façon de faire exister le parti et de parler à son électorat pour les échéances à venir. C'est sûr que là, de ne pas présenter de candidat au présidentiel pour le PC et puis pour le bloc de gauche, c'est quand même problématique sur les dynamiques de dynamique et de simplement d'existence, de vie à l'intérieur du parti et aussi vis-à-vis de leur électorat qui est plutôt stable et qui ne s'est pas effondré depuis quelques années. Mathéo, tu as des questions, vas-y. Oui, alors d'abord, moi je suis assez novice dans la question de la politique portugaise, du coup, merci pour cette réunion, mais excusez-moi si je pose des questions un peu bêtes. Mais alors d'abord, je ne suis pas totalement sûr d'avoir compris pourquoi le PS il veut soutenir un candidat de l'actuel président de centre-droite. Et du coup, là, c'est pas totalement clair pour moi. Et je voudrais aussi savoir si le fait que ce candidat-là soit si haut dans les sondages, est-ce que c'est aussi à cause de certaines erreurs que le PS peut avoir peut-être commis dans sa façon de gouverner? Je me pose la question. Si ce président-là était légitimé et si c'est si haut dans les sondages à cause d'un support en quelque sorte de Parti socialiste. Et après, c'était une question plutôt de comment ça s'est passé la campagne en temps d'épidémie,
trouve que c'est très intéressant d'avoir un retour d'expérience sur l'expérience au Portugal, sur les difficultés, mais surtout, ça m'intéresse aussi de savoir quels sont s'il y a des choses différentes en positif, quoi. Comme moi, je suis aussi double militant dans un pays où peut-être on va aller aux élections avec un président de droite soutenu par un parti de gauche. Ça me parle, la question. Alors, Merci. de rien. La question du soutien plus ou moins évident quand même à Rebelo de Sousa. Alors, je pense que Costa et la direction nationale du Parti socialiste ont fait enfin, pensent, leur conviction, c'est que cette élection n'est pas gagnable pour un candidat du Parti socialiste ou un candidat de gauche. Et que Rebelo de Sousa, alors voilà, Alexander nous l'a dit tout à l'heure, mais il a un côté un peu touchy. Quand je dis touchy, c'est que il a toujours aimé embrasser tout le monde, les accolades, les foules. Pour un constitutionnaliste, c'est vrai qu'il n'a pas tellement le costume de ce qu'on pourrait, enfin de ce qu'on connaît en France comme dans les voix qui expliquent la Constitution ou qui ont fait de la politique à droite, par exemple en France, du tout. Donc oui, on a des images depuis 20 ans de quelqu'un qui adore aller nager, et puis il est au milieu de ses vacances, et puis il va manger un beignet avec les gens. Donc il y a une personnalité qui fait quand même partie de l'histoire de la démocratie du Portugal depuis le début presque, en tout cas depuis une grande trentaine d'années. Et c'est vrai que dans un contexte, on le sait, on sait bien à quel point la dilution ou l'effacement du clivage droite-gauche en France par l'arrivée d'Emmanuel Macron a pu faire beaucoup de mal dans le repère pour les citoyens et les électeurs. Et il est comme ça une incarnation qui reste quand même un repère, voilà, pour beaucoup, beaucoup de Portugais. Et cette dimension de la popularité, enfin de la personnalité et de la popularité qui est vérifiée, bon, c'est un fait. C'est sûr que la Covid-19 a empêché Rebelo de Sousa d'embrasser tout le monde depuis une grande année. Et puis, il a quand même été mis en quarantaine 3 fois. Et là, la dernière, il était positif. Donc, il n'a pas fait campagne entre nous, sincèrement, puisqu'on revient aux campagnes de terrain. Il ne faut quand même pas se mentir. Je pense que les élections, malgré le digital, le numérique qui fait partie complètement de nos vies aujourd'hui, y compris en termes de campagne électorale, elles se font quand même sur le terrain. Donc, quand je compare le travail qui a été effectué par Ana Gomes et celui de Rebelo de Sousa, qui a quand même été confiné, qui a 72 ans, et à qui on a dit qu'il ne fallait quand même pas aller trop exagérer pour faire campagne, mais on revient à la réponse que j'ai donnée à Philippe tout à l'heure, c'est la personnalité, l'incarnation, le lien à l'histoire de ce pays de façon quand même assez incontestable, qui ont quand même gêné le Parti socialiste, ou en tout cas l'ont pas encouragé à prendre une décision d'ordre militante, passionnelle, et à mettre la machine en route du parti pour soutenir Ana Gomes, parce qu'ils n'ont pas leur conviction, c'est qu'on ne pouvait pas gagner. C'est une décision qui n'est pas la nôtre en tant que militant, et même à l'extérieur, puisque la plupart des secrétaires de section de l'Europe et du monde soutiennent Ana Gomes, avec ce danger Moi, j'ai même entendu parler de neutralité au Conseil national. Alors, j'ai pensé à Jaurès, je leur ai dit, à part le néant, rien n'est neutre, encore moins quand il s'agit évidemment d'engagement politique et dans le cadre de cette campagne. Il y a quand même un risque à dévaloriser l'élection et à déséquilibrer à un moment donné, à croire que de toute façon, le président est quasiment un portrait. Aussi dans l'antre public, et puis on va quasiment, même si dans les textes, dans la Constitution, il joue un rôle actif, bon, on va finir par, on aura juste besoin de son sourire, y compris dans des moments assez glaçants, si on doit décider de choses extrêmement importantes, et c'est tout. Pour moi, c'est une erreur. On verra ce que l'histoire va nous dire à l'avenir. Et sur la campagne, pour moi, c'est la première fois, en 15 ans, on a l'impression parfois de bricoler. C'est-à-dire que les moyens, évidemment, de la candidate et de cette campagne ont été citoyens, puisqu'il n'y a pas de parti, il n'y a pas de soutien financier du Parti socialiste. Elle est soutenue par le Parti Libre et PAN, mais bon, ils n'ont pas non plus des caisses absolument généreuses. Donc, franchement, une campagne qui a été faite avec les citoyens partout sur le terrain, de façon... ce qui est beau à vivre, il ne faut pas me le dire, parce qu'on a tous les uns et les autres, on a des expériences quand même très difficiles
envers et contre tous, d'être sur le terrain et d'être au contact de nos concitoyens. Bon, c'est ce qu'elle a fait. Je pense qu'elle est revenue aux origines de ce qui a fait aussi les victoires socialistes dans l'histoire. C'est qu'à un moment donné, on ne s'y attend pas, mais peut-être qu'il y aura un deuxième tour dimanche. Et même si elle n'est pas gagnante, je pense qu'elle aura accompli, en termes de candidature, comme candidate, elle aura accompli, respecter son ADN de socialiste de terrain, et avoir été jusqu'au bout de cette histoire. Et elle sera certainement utile pour rappeler, en termes institutionnels, au respect de l'équilibre des pouvoirs. Ok. Est-ce qu'on peut analyser ça comme vraiment un mouvement tactique de la part du parti, qui est de dire, bon, c'est cuit, donc plutôt que d'essayer de prendre des coups, on soutient le cheval gagnant et on joue placé, quoi, en disant… Je pense que c'est un choix strictement tactique, assez froid, et de parier sur le fait que Rebelo de Sousa continuera à être ce qu'il est. C'est-à-dire que, écoutez, il représente très bien le Portugal, il ne nous a pas fait honte. Oui, il aime bien donner des bisous à tout le monde. Il n'y a pas de… Sa popularité n'a pas bougé depuis des années. Il a 72 ans, il ne va pas nous empêcher, il va peut-être même nous sauver d'une crise politique pour empêcher la droite d'essayer de se glisser là, et d'ouvrir le chemin vers le pouvoir. Donc, le pari, il est là, oui, il est tactique. C'est que sa réélection garantira de toute façon une stabilité politique au pays pour laisser le gouvernement de Costa, qui est majoritairement socialiste, continuer à prendre des mesures, aussi difficiles soient-elles, pour que le pays s'en sorte, évidemment. La question de l'âge du capitaine, est-ce qu'elle rentre en ligne de compte? Elle existe dans la campagne ou pas du tout? Non, parce que, Ana Gomes a 66 ans. La plupart des électeurs, les derniers, en tout cas dans une mémoire collective assez fraîche, les candidats sont plutôt jeunes quand même, parce que le candidat du PCP a 42 ans. Maryse a 44, c'est le bloc de gauche. Le candidat indépendant qui venait du PS, je crois qu'il a 49. Oui, il est plutôt âgé, c'est le plus âgé, il a 72 ans. Mais en fait, il y a, je pense, aujourd'hui, dans la tête des électeurs, je pense que ce qui est quand même derrière la motivation, la première, au-delà de la question de l'appartenance à une chaîne de valeurs et à une histoire politique et un parti, c'est la stabilité des institutions, c'est sauver le pays de la Covid, et puis c'est laisser cet homme y retourner, parce que, il fera beaucoup plus, il fera pas de mal, ni au gouvernement. La question reste posée. Vous êtes tous de fins connaisseurs de la vie politique européenne, et il n'est pas certain que dans une situation de crise avérée, Rebelo dise que Costa a été exceptionnel jusqu'à ce jour et qu'il n'y a aucune raison de le mettre en danger, ni lui ni son gouvernement. La question reste posée. Moi, j'ai des doutes. Ok. Il nous reste 6 jours, un peu moins, 5 jours, puisque tu me dis le vote démarre samedi. Dans les urnes, démarre samedi. En fait, il a déjà démarré, parce qu'il y a 246 000 personnes, donc 4 fois plus qu'en 2019, c'était une première, mais le Portugal a facilité ce qu'on appelle le vote anticipé pour des raisons… alors, une essentielle, c'est d'être en mobilité. Donc, il se trouve qu'on est en mobilité dans le pays, donc on aura le droit de voter dans un autre bureau de vote que le nôtre sur lequel on est inscrit habituellement. Et aussi, aujourd'hui, c'est pour des raisons pandémiques, c'est-à-dire que les urnes vont jusqu'aux maisons de retraite. Et donc ça, c'est ce qui a été décidé. On n'en va pas à la maison non plus. On va pas… l'organisation, vous imaginez, quand même, sur 8 millions et quelques d'électeurs, d'aller à la maison avec les urnes parce qu'on ne peut pas se déplacer. Mais en tout cas, les maisons de retraite et certaines institutions où les gens sont placés, s'ils sont en capacité de voter, donc ils ont évidemment leur conscience. Donc il y a une facilitation du vote, et c'était ce week-end-là qui vient de passer. Donc on attend les résultats, parce que j'ai pas… Mais c'était assez important quand même. Et un bémol, évidemment, parce que on a eu le droit, on a une loi historique du 18 juillet 2018 qui a voté et organisé la possibilité du vote par correspondance de tous les Portugais, ressortissants portugais d'Europe et du monde. Donc on est passé d'un corps électoral de 300 000 personnes en Europe à 1 million. Et il risque de doubler, moi, à mon avis, parce qu'à chaque fois qu'on se rend dans un consulat, ou en tout cas ailleurs, mais qu'on renouvelle son titre d'identité, on est inscrit d'office au consulat le plus… la zone de référence, en fait, la plus proche du consulat. Donc, dans mon cas, c'est l'Est, c'est Strasbourg.
Et ça n'a pas été pensé immédiatement, on aurait dû le faire en même temps, je ne sais pas pourquoi, il y a sûrement une arrière-pensée. Mais les présidentielles restent, alors la Constitution l'écrit telle qu'elle, le vote c'est physique. Donc il faut qu'on se déplace dans les consulats les plus proches. Donc entre le contexte pandémique, l'hiver, parce que je ne vous dis pas, on n'est pas en Russie, mais bon là, dans l'Est, il a quand même fait moins 10, et puis il y a des difficultés à se déplacer. Et les kilomètres qui nous séparent souvent, quand je pense au Lorrain, aux Ardennais, enfin bon, on n'a rien, donc je crains malheureusement un taux d'abstention record pour les Portugais de l'Europe et de l'étranger, que j'appelle quand même évidemment de manière très solennelle à se déplacer, à aller voter, parce que quand on est socialiste, écoute, c'est encore heureux de pouvoir voter pour des socialistes, en plus, en particulier quand ils ont beaucoup de valeurs, et c'est le cas d'Anna Gomes. Mais je crains, voilà, malgré toutes les facilités visuelles, numériques et distancielles qu'on a pu vivre pendant cette campagne, ça n'a pas remplacé le contact humain, ça n'a pas remplacé les votes qu'on pouvait gagner dans des grignotages de terrain partout comme on sait le faire. Et bien sûr que c'est à la fois une difficulté et une tristesse de voir quand même la démocratie confinée d'une certaine manière parce que le vote se maintient, voilà, ce week-end. Et le Portugal aussi, parce que je vous l'ai dit, un record d'abstention la dernière fois, je ne sais pas ce que ça va donner cette fois-ci. Donc, on risque peut-être 30 à 40% de participation à une élection qui d'habitude, en tout cas avant, parce que le grignotage de l'abstention, enfin l'affirmation de l'abstention, c'est pas seulement en Europe ou en France, c'est partout et au Portugal aussi. Parce que même les élections législatives, on a eu à peine un électeur sur deux qui s'est déplacé. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Ouais, et merci du rappel parce que ça permet d'avoir une image plus globale et on voit que on échappe assez peu en réalité, quelles que soient nos familles, enfin quelles que soient les familles de pensée, mais plus particulièrement la nôtre, on voit que en réalité c'est vraiment partout et on est confronté à peu près aux mêmes choses, c'est-à-dire une désaffection globale des électeurs par rapport à un scrutin, par rapport à un rendez-vous, alors qui s'explique entre autres par la situation de santé et le fait que d'aller aux urnes, on l'a vu pour les municipales en France, on le verra peut-être d'ailleurs au régional en France à nouveau, mais qu'en réalité, c'est dans toute l'Union comme ça que ça se passe. Écoute, un très, très, très grand merci pour tes éclairages. On souhaite effectivement bonne chance à tous les camarades socialistes portugais pour cette dernière semaine. Et nous, en tant que militants socialistes français et assurément européens, on va continuer de pousser jusqu'à dimanche pour porter, en tout cas à titre personnel, la candidature d'Anna Gomes, parce que, comme tu l'as pu le dire, c'est une belle personne qui représente vraiment les fondamentaux de notre famille de pensée et que ça serait très, 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 très positif que le signal ce soit que tiens, le Portugal se dote d'une présidente femme à la République, à la présidence de la République. Tout ça n'est pas gagné, c'est jamais gagné, mais à contrario, un scrutin non plus n'est jamais perdu tant qu'il ne s'est pas déroulé, qu'il ne s'est pas tenu et que le dernier bulletin n'a pas été dépouillé. Un peu à l'image d'ailleurs de l'élection en Pologne, même si l'image est un peu osée parce que malheureusement en Pologne, c'était les réactionnaires qui ont gagné au deuxième tour. Il y a peut-être un enjeu pour la gauche, c'est d'arriver à provoquer au moins un deuxième tour pour ces élections présidentielles au Portugal. Rendez-vous dimanche 24. À quelle heure est-ce que les résultats sont proclamés? Normalement, ouais, c'est dans la nuit. Enfin, ça sera peut-être plutôt vers 22h ou 23h au français, ça dépend. Bon, alors évidemment, si le taux d'abstention, il est... on dépouillera plus vite dimanche si le taux d'abstention est très élevé, donc ce que je crains.
Mais oui, on se donnera rendez-vous. Je publierai, dès que je sais, je publierai évidemment sur mes réseaux sociaux. Et je te remercie, Alexander. Je vous remercie aussi, camarades, d'avoir été là. Et rappeler évidemment l'importance de rester mobilisé, même via le numérique pour l'instant. L'espoir est invincible chez les socialistes. Donc, bien entendu qu'on va se retrouver sur le terrain. Bien entendu qu'on va se mêler intelligemment de tout ce qui se passe dans d'autres pays d'Europe. Alors, très vite, certainement peut-être l'Italie. Un espoir aussi, c'est de voir l'extrême droite, parce que quand même, on a un certain nombre de fous qui finissent par perdre les uns après les autres. Donc, ça nous engage et nous oblige à rester évidemment ce que nous sommes, fidèles à ce que nous sommes depuis toujours, à servir les plus belles idées de progrès. Et j'ai confiance. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. En vous et en tout ce réseau qui est indispensable et imprescindível, on dirait en portugais, pour continuer à avoir cette Europe devenir ce qu'elle doit devenir, c'est-à-dire prendre des décisions à l'unanimité pour le bien de ces peuples et arrêter d'être sans arrêt à l'arrêt ou alors de faire des petits pas encore plus petits et plus lents que ce qui était prévu dans la tête de Jean Monnet à l'époque ou de Robert Schuman, puisqu'il vient de mes terres. J'habite à 8 km de sa maison. Donc voilà, c'est ce qu'on vient de se dire est important et évidemment, on va continuer à militer. C'est ce qui nous fait vivre. Donc, à bientôt. À tes brèves. Rendez-vous dimanche pour derrière les réseaux sociaux pour les résultats. Sûrement lundi de la semaine prochaine, on essaiera de. Alors, je ne sais pas si c'est. Est-ce qu'on en reparlera? Est-ce qu'on essaie d'aborder? On verra ce que l'actualité politique va donner, notamment en Italie. Enfin bref, on le voit hein, entre l'Estonie qui a un Premier ministre qui a démissionné, le Pays-Bas pareil. On est dans une séquence où beaucoup de cartes sont en train de se rebattre. Ça mériterait qu'on essaie de se pencher dessus. Sûrement qu'on reviendra d'une manière ou d'une autre sur le scrutin, a fortiori s'il y a eu une surprise qui est créée par les électeurs dimanche au Portugal et que il y a un deuxième tour. Ok. Un très grand merci à tous et puis donc à très très vite. Très vite. Até breve, adeus.